Quand on pense aux invasions barbares, on a tout de suite une image en tête, pas vrai? Des hordes sauvages qui déferlent sur l'Empire romain, qui brûlent tout, une espèce de fin du monde. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Eh bien aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Essayons de nous représenter le choc. On est en 410. Les Wisigoths d'Alaric sont dans Rome. Rome, la capitale du monde, le cœur de la civilisation, est pillée pendant 3 jours. Pour les gens de l'époque, c'est tout simplement impensable. C'est un traumatisme immense, la preuve que leur monde est en train de s'écrouler. Mais voilà la question clé. Est-ce que Rome était juste une victime innocente dans cette histoire? C'est un peu trop simple. Pour vraiment comprendre ce qui s'est joué, il faut d'abord regarder ce qui se passait à l'intérieur de l'Empire. Parce que, bien avant l'arrivée massive de ces peuples, Rome était déjà un colosse aux pieds d'argile. L'image du géant puissant, attaqué par surprise, est en fait assez trompeuse. D'ailleurs, commençons par ce mot qui est au centre de tout, barbare. Pour un Romain de l'époque, un barbarus, c'était tout simplement un étranger, quelqu'un qui ne parlait ni grec ni latin. L'idée du sauvage sanguinaire, c'est une image qui a été construite bien plus tard. Et rien que ça change déjà pas mal la perspective. En fait, dès le IIIe siècle, donc bien avant les événements qu'on a en tête, l'Empire est secoué par des crises en série. L'économie est en chute libre, les empereurs se font assassiner les uns après les autres, la population diminue. Bref, pendant que les frontières sont de plus en plus menacées, l'Empire est déjà très affaibli de l'intérieur. Et ce qui symbolise parfaitement cette fracture interne, c'est ça, 395. L'Empire est officiellement coupé en deux. D'un côté, l'Orient, riche, stable, qui va survivre encore un millénaire, et de l'autre, l'Occident, affaibli, instable, vulnérable. C'est bien de cet empire d'Occident dont on parle quand on évoque la chute de Rome. Bon, maintenant qu'on a vu l'état de l'Empire, qui sont-ils ces fameux barbares? La première chose à comprendre, et c'est fondamental, c'est qu'on ne parle pas d'une masse uniforme, pas du tout. On parle de peuples bien distincts avec leur propre culture, leur propre chef et leur propre but. Alors, les plus célèbres, ce sont sans doute les Wisigoths. Menés par leur chef Alaric, ce sont eux qui sont responsables du fameux sac de Rome en 410. Mais leur objectif, en réalité, ce n'était pas de tout détruire. C'était surtout de trouver leur place dans l'Empire, d'obtenir des terres. Ils finiront d'ailleurs par fonder un royaume très puissant en Espagne. Ensuite, les Vandales. Et oui, le mot vandalisme, ça vient bien d'eux. Leur chef, Jean Séric, va les mener dans une odyssée incroyable à travers toute l'Europe jusqu'à s'installer en Afrique du Nord. Et de là, ils lanceront une attaque par la mer pour piller Rome une seconde fois en 455. Un pillage encore plus méthodique d'ailleurs. Il y a un autre acteur absolument clé dans cette histoire, les Hunes. Ces nomades, venus d'Asie centrale sous la houlette du terrible Attila, ne cherchent pas vraiment à s'installer. Mais leur avancée vers l'ouest provoque un véritable séisme. En fait, ils poussent littéralement les autres peuples devant eux, comme les Goths. Ce qui crée un effet domino géant et met une pression énorme sur les frontières romaines. Et pour finir ce petit tour d'horizon, les Francs. Leur approche est un peu différente. Ils vont s'installer de manière plus progressive en Gaule. Et sous le commandement de Clovis, ils vont non seulement réussir à créer un royaume qui va durer, mais ils vont aussi poser les toutes premières fondations de ce qui deviendra, bien plus tard, la France. Ok, le décor est planté. On a un empire fragile d'un côté et des peuples en plein mouvement de l'autre. Ça nous amène donc à la question centrale. Est-ce qu'on doit vraiment parler d'invasion ou plutôt de migration? Quand on regarde cette chronologie, on voit tout de suite une chose, ça ne s'est pas fait en un jour. On parle d'un processus qui s'étale sur un siècle entier. De 376, quand les Wisigoths entrent dans l'Empire pour fuir les Hunes, jusqu'à 476, avec la déposition du tout dernier empereur, c'est une très longue période de conflit, oui, mais aussi de négociations et d'échanges. Ce tableau résume parfaitement la situation. On a en fait une sorte de tempête parfaite. D'un côté, un empire miné de l'intérieur qui n'arrive plus à gérer ses frontières. Et de l'autre, des peuples qui sont poussés en avant, qui cherchent la sécurité, de meilleures terres, et qui sont aussi, bien sûr, attirés par les richesses romaines. C'est l'interaction de tout ça qui explique ce qui va se passer. Et c'est là qu'on voit que le choix des mots est crucial. Le mot « invasion » suggère un choc brutal, une volonté de tout détruire, alors que le mot « migration » décrit bien mieux la réalité. Un processus long, complexe, où la violence a existé, bien sûr, mais à côté de phases de coopération et d'intégration. En fait, souvent, ces peuples voulaient faire partie du monde romain, pas l'anéantir. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les historiens préfèrent utiliser un terme plus neutre et plus précis, celui de « grande migration », s'englobe bien mieux toute la complexité de cette période de transition. Parce que, et c'est peut-être le plus fascinant, ce n'est pas seulement l'histoire d'une fin, c'est aussi, et surtout, l'histoire d'une naissance. Sur les ruines de l'administration romaine en Occident, quelque chose de complètement nouveau va se construire.
Il ne faut pas imaginer un remplacement total, mais plutôt une fusion. Ces peuples germaniques, en s'installant, vont adopter énormément d'éléments de la culture romaine. Le latin, qui va évoluer pour donner nos langues modernes, le christianisme comme religion, et même une partie du droit romain. Et tout ça va se mélanger avec leurs propres traditions. Le processus est donc assez clair. Le pouvoir impérial centralisé s'efface et il est remplacé par une mosaïque de royaumes. Et ce sont ces royaumes, celui des Francs en Gaule, des Wisigoths en Espagne et des Angles et des Saxons en Bretagne, qui dessinent en fait la carte de la future Europe médiévale. Cette citation résume tout, je trouve. La fin de l'Empire romain d'Occident, ce n'est pas un point final brutal. C'est une longue, lente et profonde mutation qui va donner naissance à un monde nouveau. Alors, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? Comment est-ce qu'on devrait voir cet événement qui a si profondément marqué notre imaginaire? Eh bien, le mot « chute » est sans doute trompeur. Ce qu'on appelle la chute de Rome, c'est en réalité la naissance, lente, complexe et souvent violente, d'une nouvelle ère. C'est le passage de relais entre l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge. C'est une transformation qui a façonné notre continent pour le millénaire à venir. Et ça nous laisse avec une question bien plus large, finalement. Si on regarde l'histoire, combien d'événements qu'on a qualifiés de fin ou d'effondrement n'étaient en fait que le début, certes douloureux et chaotique, de quelque chose de totalement nouveau? C'est une perspective qui change pas mal de choses.